ces paramètres-là, il y a plein d'autres avions qui les dépassent. On a des avions qui emmènent plus, on a des avions qui vont plus vite, on a des avions qui coûtent beaucoup plus cher. Un avion qui coche les 3 paramètres monopilote, biturbine, emport significatif, coût, raisonnable, il y en a pas. C'est l'heure debout là-dedans là, allez, on attaque. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solo, bienvenue sur la chaîne Jumpseat, bienvenue sur Twitch aussi, il faut le dire. Je suis Frédéric Marsali, je suis journaliste pour Aérobuzz et Jumpseat est la chaîne Twitch d'Aérobuzz. Aujourd'hui, on va faire une petite mission, une émission de discussion tranquille sur l'événement qui pour moi a été l'événement de la semaine. J'ai accueilli le tracker T15 à sa nouvelle base d'Albert. On va vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'histoire. On va parler du tracker encore une fois. On en a parlé donc il y a 15 jours beaucoup avec l'affaire des trackers de Californie, puisque l'avion est toujours en service là-bas et qu'il y a 15 jours, on a appris que le Cal Fire avait décidé et prenait ses dispositions pour que les trackers restent encore 20 ou 30 ans en service. Et nous, dans le même temps, les avions qui ont volé en France sont retirés du service donc depuis 4 ans. 2 d'entre eux sont destinés à reprendre les vols en tant qu'avion de collection et le premier d'entre eux, le T15, donc, a volé cette semaine pour rejoindre sa nouvelle base où il sera à disposition des organisateurs de meetings. Je vous ai mis le logo du Firecat, c'est le logo officiel du secteur tracker. Bah, tout est résumé. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des trackers de la sécurité civile, mais en 82, la sécurité civile décide d'étoffer sa flotte de bombardiers d'eau. Elle commande à la société Connair des trackers. Firecat à moteur à piston, un bimoteur qui est devenu après plus tard biturbine, qui emporte 3200 litres de retardant, qui s'est avéré être très souple d'emploi, très économique, qui a permis de développer un concept qu'on a appelé le GAR, c'est-à-dire le guet aérien armé. Ce sont des patrouilles de 2 avions qui étaient envoyés de façon préventive au-dessus des massifs où le risque incendie était majeur, prêts à bondir sur la première fumée qui traîne. Et globalement, il se murmure que près de 80% des feux qui ont été éteints par des avions bombardiers d'eau en France ont été éteints par des trackers. Ça n'a pas fait les titres des journaux parce qu'en général, ils intervenaient avant que les pompiers arrivent. Serviteur discret, en termes de réputation, qui est moins considéré par les pompiers que le Canadair, qui était pour eux le sauveur, sauf qu'en termes de mission préventive, il a rempli son job pendant 40 ans, puisque les premiers, enfin 38, puisque les premiers sont arrivés en 82 et la fin de service a été accélérée et a eu lieu donc en décembre 2019 pour les derniers vols et pour la mise à la retraite officielle en février 2020. De toute façon, les avions étaient prévus pour être retirés du service en 2022. Là, en 2022, les Dash 8 étaient là. On les a remplacés donc par des avions qui sont plus gros, plus cher, mais si on fait des calculs simples, là on mettait 2 trackers, aujourd'hui on met un Dash 8 et ça marche très bien. Les avions sont restés stockés à Nîmes. Très vite, il y a 2 appareils qui ont été identifiés comme étant susceptibles de reprendre les vols. Donc le T15 parce qu'il sortait de grande visite et le T24 parce qu'il allait entrer en grande visite, qu'ils avaient encore du potentiel. Le T15 a donc été attribué à l'association l'Amicale Alençonnaise des avions anciens, les 4A. Ils ont eu l'opportunité de lever la main quand il s'est agi de dire qui veut du tracker. Ils ont dit nous, pourquoi pas. Ils l'ont eu et ils ont lancé les opérations assez vite. Ils ont reçu leur avion fin août 2023. Ils ont début septembre fait un premier test de moteur parce que quand on met les moteurs en route, tous les circuits doivent être opérationnels et ça permet de voir des choses. Donc les moteurs ont tourné en septembre. Ils ont effectué un premier vol d'essai avec donc un ancien pilote du secteur tracker, Philippe Rioux, ancien chef de secteur, et puis un pilote de la DGAC. Ils ont fait un premier vol donc le 10 octobre. Ils ont fait 1 heure de vol autour de Nîmes pour tester tous les systèmes et puis ça permettait à Philippe d'être à nouveau qualifié sur cet avion puisque c'est à lui qu'incombe désormais la tâche de former les pilotes de l'association qui vont mener cet avion et j'en ai rencontré un et on en parlera un de ceux-là et on va en parler un petit peu plus tard. Je vais vous le présenter, de toute façon je l'ai interviewé. Donc ils ont fait le premier vol le 10 qui s'est bien passé et puis la décision a été prise de ramener l'avion dans le nord, plus près d'Alençon et donc ça a été fait mardi dernier. L'autre point essentiel, alors pour ceux qui voudraient aller voir l'avion un jour, parce que il va pas voler beaucoup mais il y aura peut-être des vols, Albert est ouvert, un aéroport qui est ouvert à la CAP, la circulation aérienne générale. Il y a une grande piste, mais il y a aussi une petite piste pour des planeurs. L'aéroport est même accessible en ULM. Donc, pourquoi Albert alors que l'association est basée à Alençon? Pour une raison, alors, pratique. Alençon, Val-Frambert, c'est un
petit aérodrome d'aviation générale. Ils ont une piste en dur et une piste en herbe. Je crois que la piste fait 800 mètres de long. Alors, on s'est posé la question de savoir si 800 mètres de long, ça allait être suffisant pour le tracker. Moi, je pense que oui, mais bon, il n'y a pas beaucoup de dégagement. Après, il y a une question de masse, hein. Le tracker à vide, c'est 8 tonnes. À pleine charge, c'est 12 tonnes. Il y a des pistes qui ne peuvent pas encaisser autant. Et puis, il y a un problème de place dans les hangars. Ils ont leurs flamands, ils ont leurs autres avions. Et puis, il y a pas une surface couverte si énorme que ça. Donc, quand on a un avion qui est un petit peu précieux, comme celui-ci, qui est un petit peu complexe, qui a des systèmes qu'il faut bien entretenir, avoir une place dans un hangar, c'était important. Or, l'association d'Alençon a un accord avec des associations qui sont basées à Albert et une place dans un hangar pour leurs flamands pour les opérations techniques. Et il y avait de la place à côté pour accueillir le tracker. Donc, la logique a voulu que l'avion parte là-bas. Albert Méholt, c'est un aéroport qui est intéressant. C'est une piste de 2500 mètres de long, puisque à Méholt, il y a une usine Airbus, une ancienne usine Pothèse, qui aujourd'hui est une usine Airbus. Et il y a des livraisons de pièces et des récupérations de pièces par Beluga. Donc Beluga, c'est un Airbus A330 avec du volume. Donc il faut une belle piste en dur. Donc il y a les équipements qui vont bien, il y a les pompiers, tout ça. Donc Albert coche toutes les cases. L'avion, il est bien, il y a une place dans un hangar, il y a une grande piste, il y a de la sécurité. C'est un aérodrome où il n'y a pas de problème de riverains, il y a très peu de trafic, il y a très peu de riverains, il n'y a pas de problème, on peut mettre un avion de plus, il n'y a personne qui va s'en insurger. Surtout un avion comme le Tracker qui va faire quoi, entre 25 et 50 heures de vol par an maximum, si dans le meilleur des cas. Donc voilà, tout va bien, c'est parfait. Et honnêtement, donc j'ai vu le hangar dans lequel il est, le hangar est neuf, propre, il est bien. Il va être bien là, il va être chouchouté, bichonné, puis de là, il pourra faire tous les meetings aériens dans le nord de la France, à l'étranger s'il faut, puis pour aller le voir, c'est pas très compliqué. Bon, c'est parfait. Alors, la photo que je vous présente, qui est à l'image depuis tout à l'heure, c'est effectivement le T15 à l'arrivée. Alors, il y a 600-700 km à vol d'oiseau entre Nîmes et Albert, donc on imagine bien que c'est un vol qui s'organise un petit peu en amont, même si c'est du VFR. Il y avait 2 personnes à bord. Il y avait Philippe Rioux, donc ancien chef de secteur de tracker à la sécurité civile, qui a fait une vingtaine d'années dans le secteur, donc qui a un grand nombre d'heures de vol sur l'avion. Et il est accompagné d'un pilote qui est membre de l'association d'Alençon, Alan Grégoire, qui est un ancien pilote de Transal de l'armée de l'air et qui aujourd'hui est pilote d'avion d'affaires sur Gulfstream. Alors il m'a dit le type d'avion sur lequel il volait, mais c'est un 650, un 700 ou un 750, enfin c'est parmi les derniers modèles. Alors tous les deux sont partis de Nîmes vers midi, ils ont fait au moins un passage au-dessus de la base pour dire au revoir. Ils ont fait donc un passage au-dessus de la base. Donc ils ont décollé de Nîmes, ils ont fait donc un passage. Ils sont allés faire quelques circuits pas très loin de l'aérodrome de Nîmes parce que comme le nouveau pilote est en formation, c'était son premier vol sur Tracker, c'était son premier vol de formation. Il fallait que Philippe lui montre un certain nombre de choses, notamment la sortie du train en secours, la panne moteur au décollage, enfin les choses principaux. Donc ils ont tourné, puis ils ont testé les systèmes parce que l'avion n'avait pas volé depuis le mois d'octobre, donc les premières minutes du vol, ça a tourné autour de Nîmes, pas trop loin. En cas de problème, ils pouvaient revenir, il n'y avait pas de souci. Pareil, Nîmes, grande piste, des pompiers, n'importe quoi, il se passe n'importe quoi, c'est sécure, donc tout va bien. Donc nos 2 camarades sont partis vers midi de Nîmes, sont montés, ils ont fait 1 ou 2 passages au-dessus d'Aubenas. Alors Aubenas, c'est sur la route en plus, ils n'ont même pas eu besoin de faire de détour. À Aubenas, on sait qu'il y a l'association SOS Tracker qui est en train de récupérer le Tracker T07 pour le mettre en place en stèle à côté du Pélicandrome. T07 parce que c'est le numéro du département, c'est l'Ardèche. D'après les informations qui m'ont été données, l'avion devrait être transféré à Aubenas par route dans le courant du mois de mars, donc le mois prochain. Donc là, une forte chance qu'on ait besoin d'en reparler un petit peu à ce moment-là. L'autre info que je peux vous donner sur les autres trackers, par exemple, c'est une information que j'ai eue cette semaine.
Vous avez suivi, et si vous ne l'avez pas suivi, vous regarderez les articles que j'ai consacrés sur le sujet sur Aérobuzz. Le T01 qui est celui, moi enfin, celui que j'aime bien, hein, celui dont je porte en ce moment même les couleurs. Le T01 est à Toulouse, aux ailes anciennes de Toulouse. Il est arrivé démonté sur 3 camions plateaux et on m'a annoncé que l'opération de remontage du tracker va commencer le mois prochain. Donc on peut espérer que d'ici un mois ou deux, l'avion soit visible sur son train d'atterrissage à côté de l'aéroport de Blagnac. Le T01, avant l'arrêt de la flotte, j'avais changé les moteurs à Cannes. On va en reparler de cette histoire-là. Alors je vais pas vous la montrer, mais notre ami Benjamin, qui était spotter à Cannes, était en train de filmer ce soir-là l'arrivée des trackers qui étaient en mission, et il a filmé la panne. Alors, j'ai le film de la panne, j'ai le contact avec le pilote impliqué, puisque c'était Gov qui était aux commandes de l'avion ce jour-là. Je pense qu'un de ces quatre, je vais aller me piquer d'aller choper Gov quelque part et de l'interviewer pour lui demander de me raconter comment ça s'est passé. Il y a eu une panne inexplicable sur le moteur du T01. Il a coupé brut en finale. Alimentation carburant, on n'a jamais vraiment su. Je sais que la turbine est partie chez Pratt & Whitney pour analyse, que les circuits ont été analysés, démontés. Et je sais que toi, l'RGG, tu étais sur le coup, tu faisais partie de l'équipe technique qui avait été voir ça. C'était quelques jours après l'accident du Tracker 22, donc de la mort de Franck Chénaud. Et c'est quelques jours avant l'accident, la rupture du train d'atterrissage du T12 à Béziers. Ça fait partie des événements qui ont conduit à la décision d'arrêter de vol la flotte des trackers. Et pour en avoir discuté avec Philippe mardi, il m'a dit ce qui s'est passé à Cannes, on n'a jamais vraiment eu l'explication. Donc ça fait partie des choses, on pourra peut-être un jour refaire une spéciale tracker. On va continuer un petit peu. Donc l'équipage fait quelques passages à Aubenas, puis file sur Saint-Yan. À Saint-Yan, pause pipi, pause ravitaillement en vol, et là ils ont perdu un petit peu de temps parce qu'en fait ils ont eu une petite perte de pression sur le circuit hydraulique, et comme c'est un avion qui n'avait pas volé depuis un certain temps, ils n'ont pas voulu prendre trop de risques, donc ils sont restés sur place à faire des tests, à vérifier que c'était pas un problème grave. Au bout d'un certain temps, ils ont vu que c'était non, que c'était pas très très grave. Bon, il y a de fortes chances que ce soit un joint qui n'était pas encore imbibé comme il fallait, qui a laissé couler un petit peu de liquide hydraulique, mais voilà, il y avait une petite fuite et ils l'ont vu à l'atterrissage. C'est un mécano de Saint-Yan qui l'avait vu. Et puis, au bout de je sais plus combien de temps, nous on les attendait à Albert. On a eu le SMS et on part. Arrivée prévue. Oh, on a bien pour 2 heures de vol. On a regardé la carte, Saint-Yan, Albert, 2 heures de vol. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le fifi? Bref, mais au bout d'une heure, ils étaient là. En vol, ils ont filmé un petit peu. Alors, je pense que c'est Alan qui a filmé, qui avait transmis ça à l'association. Je vais montrer l'ambiance à bord. Ça me fait plaisir, Philippe, que tu sois là. Voilà, Philippe. L'autre Philippe. Il a l'air heureux. On voit que la météo est volable, mais nuageuse. C'est pour ça que le vol avait été prévu pour cette semaine. Théoriquement, il aurait dû avoir lieu mercredi, mais il a été avancé d'une journée pour bénéficier de conditions météorologiques un tout petit peu plus favorables. Et effectivement, ils n'ont pas été gênés par la météo. Ils ont juste pris du retard avec cette petite histoire de panne hydraulique, enfin de petite fuite hydraulique. Vraiment, c'était pas grand-chose. On est arrivé avec Dominique vers midi. Bon, il y avait personne. On est allé manger un resto pas loin. On est revenu. On a retrouvé les gens d'Alençon. Moi, j'ai rencontré donc Thomas pour la première fois. On s'était eu au téléphone régulièrement, mais on ne s'était jamais croisé en vrai. Donc un grand gaillard qui est conducteur de RER, qui s'intéresse beaucoup aux avions, très actif. Et l'accueil a été juste absolument délicieux. Voilà, faut le dire. Et puis on a attendu avec eux, puis avec la radio, on essayait de les suivre, et puis à un moment, ils sont là dans un quart d'heure pour continuer à discuter, puis à un moment, ils vont arriver. Là, on commence à se bouger, à sortir du hangar. Bon, il faisait frais, il y avait du vent. Et là, je sors du hangar, et juste du coin de l'œil, j'ai vu le tracker tourner. Je me suis dit, ah putain, déjà là. Et je me suis mis à courir pour me mettre en place pour les photos, mais j'avais l'œil sur lui en me disant, et ça faisait du bien de revoir voler un tracker. Je savais que ça me ferait plaisir, mais pas à ce point-là, parce que le dernier tracker que j'ai vu voler, ça devait être en mars 2019, lors d'un passage à la base, à Nîmes. Et à ce moment-là, on savait que la retraite arrivait, mais qu'il y avait 2 ou 3 saisons encore où on pouvait les voir. Moi, j'étais en cours de discussion avec le sélecteur tracker pour faire des trucs avec eux pour célébrer le départ de l'avion. Et puis, voilà, on sait comment ça s'est terminé. Et ouais, ne pas lui avoir dit adieu au tracker, ça a été une frustration. Et là, de le voir voler, de l'entendre à nouveau, ça a été très agréable. Donc
voilà, on a fait quelques photos. Donc l'avion s'est posé, les pompiers sont sortis, on a eu le droit sur le water salut. En dehors du fait de faire le water salute, bon, en ce moment dans le nord, c'est pas l'eau qui manque, donc là, il n'y a pas de souci. On note les moyens engagés. Là, on a deux camions type VMA, un véhicule mousse incendie aérodrome. C'est des engins quand même 10 tonnes d'eau, hein, facile. Donc, on a des moyens d'extinction avion là qui sont considérables. D'où le côté un peu confortable d'avoir des appareils complexes sur ce genre d'aéroport. Il y a des moyens de secours, et puis on a discuté avec les pompiers qui étaient adorables et qui sont assez fans d'avoir ce genre d'avion sur leur plateforme, sachant, et je le redis, que le trafic à Albert, il est quand même très très calme. Bah là, la piste planeur, par exemple, était inutilisable, elle était trop imbibée. Entre nous soit dit, c'est pas les vols de planeurs qui gênent le plus les riverains. Donc, non, la plateforme est légèrement sous-employée, mais elle est indispensable pour les vols de beluga. Donc c'est pour ça que ça se passe là et tout va bien. T15, coupure des moteurs sur un parking. Après, il a été remorqué, puis rangé immédiatement dans l'hangar. Il devait revoler le lendemain avec le pilote de la DGAC, justement pour valider Alan comme pilote, pas en termes de QT, mais pour l'autoriser à voler, à continuer à présenter l'avion. Bah, je vais vous présenter l'équipage qui a ramené l'avion. Alors, Alan, donc comme je vous ai dit, est un ancien pilote de Transal de l'armée de l'air, aujourd'hui pilote d'aviation d'affaires. Il est à l'association d'Alençon depuis une dizaine d'années. Il présente en vol déjà le Flamand. Il avait posé le tracker moins d'une demi-heure avant. Je vous présente Alan, qui sera donc le pilote de présentation, un des pilotes de présentation attitrés du T15 dans les meetings aériens qui vont venir. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Alan Grégoire. On vient d'effectuer aujourd'hui le premier vol du tracker, on vient de le convoyer à Albert. C'est ma première journée, mes premières heures de vol sur l'avion, donc le convoyage depuis Nîmes. Ensuite, on a fait escale technique à Saint-Tian pour remettre un petit peu de carburant pour pouvoir monter à Albert. Et nous voici arrivés ici avec ce bel avion. Alors, le tracker, ça donne quoi quand on l'a entre les mains pour la première fois? C'est un très bel avion qui bouge bien et c'est vraiment une fierté, un honneur de pouvoir faire évoluer cet avion et de voler dessus. D'autant plus avec l'avenir qu'on a avec au sein de l'association de l'amicale alençonnaise des avions anciens. Et voilà, on espère pouvoir faire plein de meetings et pouvoir le présenter. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir les réactions de tous les pompiers qu'on croise, notamment à Saint-Tian et puis ici à Albert. Parce que c'est un avion qui est emblématique et qui a une histoire qui est vraiment incroyable au sein de la sécurité civile de France. Voilà, donc Alan, qui est pilote d'aviation d'affaires, puis ancien pilote militaire, qui présente les Flamands de l'association. Garçon sympathique, je le salue, je sais qu'il commence à me suivre maintenant sur les réseaux. On a discuté de ce que pourrait être une démonstration d'un tracker en meeting aérien. Alors il y a une contrainte, hein, autant l'annoncer tout de suite. Ça va être très compliqué légalement de permettre à un tracker de larguer de l'eau en meeting aérien maintenant, parce que tout largage par avion est strictement interdit. Passage à l'anglaise, virage serré, passage trappe ouverte, pour montrer ce que fait l'avion. Bon, il y a moyen de montrer à quel point l'avion était démonstratif et manœuvrant, donc ça peut faire des démonstrations en vol spectaculaires, je dirais pas spectaculaires, mais intéressantes dans le sens où on va bien voir le domaine de vol et le domaine d'évolution de l'avion. Donc ça, on compte sur lui pour nous montrer ce qu'il peut faire avec. Il découvre l'avion, il a quelques heures de vol pour l'avoir en main, mais visiblement l'avion n'est pas très très difficile. Il y a quelques systèmes sur lesquels il faut être très vigilant, mais bon, quand on manœuvre au quotidien Gulfstream avec tous les systèmes, je pense que c'est quelque chose qui est absolument gérable. L'autre membre d'équipage gagne à être connu aussi, enfin il est relativement connu. Donc il était accompagné en vol par Philippe Rioux, donc ancien chef de secteur tracker. Philippe a fait plus de 20 ans au secteur tracker. Je pense qu'en France, c'est le pilote le plus expérimenté sur le type. Il est à la retraite depuis 2 ans.
depuis le retrait des avions. Il est bon pied, bon oeil, et voilà ce que ça donne quand on interroge sur son appareil préféré. Bonjour, je suis Philippe Rioul, ancien pilote des chefs de secteur de Tracker sur la base de Nîmes et précédemment sur la base de Marianne. J'en ai fait à peu près une vingtaine d'années. On se trouve devant le Tracker 15 qui maintenant appartient à l'amicale des avions anciens d'Alençon. Je suis d'ailleurs très content de tout le travail qu'a fait cette association, et notamment de pouvoir faire voler cet avion qui méritait bien au vu de sa carrière. Ça aurait été dommage qu'il termine comme un tas de ferraille ou sur un poteau quelque part devant une base. Donc c'est très bien qu'il puisse revoler. Combien d'heures de vol sur Tracker au total, à la louche? 3500. Juste 3500. C'est déjà pas Pas mal. mal, pas mal. Et donc, tu viens de revoler donc, pour la deuxième fois après le vol du mois d'octobre. Tu as retrouvé tes sensations de jeune homme à bord? Comment ça s'est passé? Oui, de toute façon, le Tracker rend éternellement jeune, donc j'ai même pas perdu mes sensations. Bon, faut dire qu'après quelques mois, voire quelques années de non-pilotage, c'est vrai que ça revient vite et les sensations reviennent rapidement sur cet avion qui d'ailleurs est quand même un avion qui est relativement simple, entre guillemets. Toujours aussi agréable à piloter. Oui, le Tracker est un avion très agréable à piloter. Moi, c'est mon avion de cœur. Donc, j'ai quand même fait plusieurs avions et ça sera toujours mon avion de cœur. Voilà, donc le vol s'est bien passé, tu es content, tu as le sourire aux lèvres, tout va bien. Exactement, tout est parfait. L'avion est à bon port, en bon état. Donc, je crois que tout le monde est content et c'est très bien. Voilà, Philippe, son avion de cœur, il a fait 20 ans sur Tracker, et quand et comme tous les autres pilotes du secteur, quand l'histoire s'est arrêtée brutalement, ben, aucun n'a eu le temps de faire entre guillemets, son dernier vol. Dans une vie de pilote, quand on approche de la retraite, il y a un moment où on doit faire le dernier vol, c'est un moment qui est important. C'est pas forcément un moment facile, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ce dernier vol, et Philippe en particulier. Et il y avait sans doute un petit peu de frustration. Et la belle histoire, c'est que grâce à l'association, grâce au T15, Philippe a revolé et revolera sans doute encore un petit peu sur le Tracker. Donc ben voilà, l'histoire est belle, l'histoire continue un petit peu. Philippe ne sera pas le pilote attitré du T15 pour les meetings pour une simple raison, c'est qu'il vit dans le sud de la France, l'avion sera dans le nord, il ne va pas multiplier les allers-retours. Il est présent pour l'association pour former les pilotes comme consultant. Il va voler, il volera pour former au moins 2 pilotes au niveau de l'association. Mais l'histoire est belle et bon, le personnage est très sympathique. Là aussi, j'en profite pour le remercier aussi. Des messages qu'il m'a envoyés régulièrement pour me tenir au courant et ça fait bien plaisir. Donc le T15, voilà, le T15 à l'arrivée, ils nous ont fait un petit passage, rien d'extraordinaire, juste le beau petit passage qui va bien. Là, oui, les photos sont pas extraordinaires, la luminosité était pas extraordinaire, mais bon, pas très grave. Là, on voit la trace des essais des pompiers qui, avant de faire le water salute, avaient quand même testé les canons à eau. Voilà, le roulage. L'équipage à poste, Philippe qui regarde si tout va bien, les camions de pompiers derrière, et voilà, moteur coupé, avion posé, équipage heureux. Maintenant arrive le plus difficile, il faut sortir de l'avion. Parce que le Tracker, le Firecat, c'est pas l'avion le plus facile pour y accéder, pour la raison suivante, et on le voit. Il faut grimper à l'échelle, il faut aussi descendre l'échelle. Et là, on voit Alan qui, pour la première fois, va installer l'échelle pour descendre. Et heureusement qu'il a eu un coup de main de quelqu'un qui savait faire. Bon, l'histoire, elle est simple, hein, et je vous l'avais expliqué aussi pour les trackers californiens. Normalement, à bord du Tracker, on rentre, quand il était en version militaire, on rentre par la porte qui est là. Sauf que l'installation de la soute, ici, et elle remonte profondément dans le fuselage jusque-là, a neutralisé la porte. Donc pour l'accès de l'équipage, c'est en utilisant les anciennes trappes de secours de la tranche arrière qu'on accède. Et donc il faut une échelle. Et l'échelle, là on ne la voit pas à poste, mais la hauteur entre le sol et la première marche est déjà considérable. C'est déjà un exercice en soi de monter. Pour monter dans l'avion, il faut bien imaginer par exemple quand vous partez en alerte. Sur cet avion-là, à Marseille ou à Nîmes, par Mistral, 100 km/h de vent, vous avez votre sac, la sacoche, et vous êtes debout sur l'avion en plein vent. Et il ne faut pas glisser. Je crois, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident de personne en montant sur l'avion. Mais c'est pas l'avion le plus accessible du monde. Il faut être bien en forme. Hein. Il faut bien savoir s'y prendre. Il faut bien penser à récupérer l'échelle aussi parce qu'on peut en avoir besoin plus tard. Donc tout ça fait partie de la culture que Philippe va pouvoir transmettre aux équipages d'Alençon.
Et c'est pour ça que c'est un avion qui fait rester jeune. Très très bonne observation, mon cher Franck. L'avion a été remorqué ensuite dans le hangar. Donc il est dans le hangar. Il a dû, enfin, que je vous disais, il va revoler. Enfin, il aurait dû revoler cette semaine. Je ne sais pas si ça a été fait. J'irai aux informations un peu plus tard, mais c'est très secondaire. Il va revoler donc pour former les pilotes en temps et en heure. J'espère être prévenu. Et puis si je peux monter là-haut, bah, je monterai parce que refaire des photos de tracker avec un ciel bleu, ça me conviendrait assez bien. L'autre point, c'est que l'avion pourrait être déjà présent sur des meetings aériens dès ce printemps. Alors, la liste n'est pas encore officielle, je n'ai pas encore, et c'est pas la peine de me tanner, je ne sais pas encore dans quel meeting il sera présent. On le saura en temps et en heure, et on ira le voir bien volontiers. Donc, il y a une possibilité de voir le tracker en évolution en meeting aérien dès cette saison, et ça, c'est une super nouvelle. Je ne sais pas si les camarades d'Alençon me suivent, sont en train de regarder l'émission en direct ou s'ils regardent dans le replay. J'ai pensé depuis que, par exemple, la sécurité civile à Nogent-le-Rotrou, donc pas très loin d'Alençon, normalement organise sa journée porte ouverte donc au printemps. C'est aux alentours de la Pentecôte en général. Ça a lieu tous les 2 ans. Moi, j'avoue que voir survoler Nogent par un tracker, je serais pas contre. Voilà, ça c'est... Voilà. Après, vous voyez, avec la sécurité civile, vous vous débrouillez, mais j'avoue que ça serait pas mal. J'ai vu larguer T01 sur le terrain de foot où je faisais du foot quand j'étais gamin, donc c'est assez amusant. Donc ça, c'est le T15, on est à Marignane, ça doit être une photo que j'ai faite en 2008. Et voilà, l'histoire de l'avion du T15, alors je vais vous la donner dans ses grandes lignes, parce que l'avion a lui-même une histoire assez intéressante, et cette photo est assez parlante, oui, c'est le T15. Donc, à la base, c'est un S2F1, number 147, 559 pour l'US Navy. Il est sorti d'usine en novembre 59. Il y a un document qui atteste sa prise en compte par l'US Navy le 1er novembre 59. Il vole en tant que S2A, donc S2F1, la dénomination change en 62. En 62, il devient un S2A. Et puis, il vole comme ça jusqu'en 1966. En 1966, il est transformé en US2A, c'est-à-dire qu'il perd sa fonction de chasseur de sous-marins au profit d'une fonction de transport. C'est-à-dire que la partie arrière, la tranche arrière, là où se trouvent les 2 opérateurs sonars, est vidée et on peut mettre des passagers ou du fret pour par exemple, ravitailler les porte-avions qui sont en mer. Et ça, c'est une mission qu'il a fait au sein de l'US Marine Corps. Il a été basé à Iwakuni, au Japon, et il a terminé sa carrière sur la base d'Alameda. Alameda, c'est la base aérienne aujourd'hui fermée, qui se trouve dans la baie de San Francisco. Il a été convoyé à Lamarque, donc à Davis Mountain, le fameux cimetière d'avions américain, en 1981 à la fin de son service. Et c'est là qu'il est racheté par la société Connair en 1985 pour le modifier en Firecat, et il est livré à la France en juillet 87 avec ses moteurs à piston. En septembre 88, donc à la fin de sa 2e saison feu, il retourne au Canada pour être remotorisé avec les PT6. Il est de retour en France en juillet 89, donc équipé des PT6 A67AF qui équipent les Turbo Firecat. Et la photo que vous voyez là, elle a été prise un jour qui est resté célèbre dans l'histoire de l'aéronautique, puisque ça s'est passé le 11 septembre 2001 à Cannes. Donc on est le même jour que les attentats de New York et de Washington. L'avion a été posé par son pilote train rentré. Et en fait, l'accident est en lien tout à fait avec les attentats. Les attentats en France, c'est plutôt milieu d'après-midi, avec le décalage horaire. C'est le matin à New York, mais c'est plutôt l'après-midi à Paris, donc à Cannes. On est en septembre, la saison feu n'est pas terminée. Il y a une mission qui est déclenchée pour 2 trackers du détachement de Cannes à l'époque. Et avant le décollage, les équipages ont pris connaissance des attentats. Et il s'est avéré que le pilote impliqué dans l'accident avait de la famille à New York ce jour-là. Il y a de fortes chances qu'il ait été perturbé par cette affaire, et c'est un simple oubli de train d'atterrissage. L'avion a été endommagé, hélice moteur et un peu de carrosserie à faire dessous. Il a été convoyé néanmoins par les airs jusqu'à Nîmes quelques jours plus tard, après changement du moteur et changement des hélices, et quelques tests pour voir si ça passait.
Il a été convoyé à Nîmes et à Nîmes, ils l'ont remis en bon état. Il a repris son service juste après. Le pilote qui a été impliqué dans l'accident est le pilote qui s'est tué dans l'accident du T-17 au mois d'août 2005 à Valgorge en Ardèche. C'est l'accident. L'avion qui est préservé donc aujourd'hui à Albert a été accidenté donc le 11 septembre 2001. Il est resté opérationnel donc jusqu'en septembre 2019. À ce moment-là, il est prévu pour entrer en grande visite et je crois qu'il subit une grande visite pendant la période où les avions sont interdits de vol, hein, après l'accident du T-12. Il a effectué 15 000 heures de vol au sein de la sécurité civile. Donc sur sa carrière, c'est une moyenne d'environ 450 heures de vol par an. Donc ça veut dire que ça volait quand même relativement beaucoup. C'est un avion qui a fait 15 000 heures de vol au sein de la sécurité civile. Et il en avait fait environ 8 000 du temps de son... Attendez, je vais vous sortir ça. Il en avait fait un certain nombre du temps de sa carrière militaire. J'ai le chiffre exact, je vous le sors. 15 730 heures de vol, 9 362 cycles. Et en fait, son nombre d'heures réelles est de 22 753. C'est des avions qui avaient beaucoup volé et qui, effectivement, la retraite les attendait. Voilà l'histoire du T15. Donc aujourd'hui, le T15 est entre les mains des ailes, de l'amicale d'Alençon. Il est à Albert, il va participer à des meetings, il va continuer à voler. L'association a bénéficié sur place à Nîmes de l'aide inestimable de deux techniciens de la sécurité civile, deux jeunes. Oui, bon, moi aujourd'hui tout le monde est jeune pour moi. Mais deux jeunes qui avaient bossé sur les trackers auparavant et qui sont passionnés par cet avion. Et quand il s'est agi de donner un coup de main à l'amicale pour remettre l'avion en état de vol, ils ont été volontaires. Visiblement, ils ont fait un travail de ouf là-dessus. Il faut vraiment souligner le caractère extraordinaire que c'est de voir revoler un tracker aujourd'hui. Ça fait partie des plus gros warbirds français maintenant, hein. Il y a le Nord Atlas, qui est le plus gros. Mais après, il y a des flamands et derrière, c'est le tracker. Et en termes de masse, je pense que le tracker est plus lourd. C'est un biturbine, des biturbines de collection. Il y en a un autre, c'est l'OV10 Bronco de Montélimar. Il y a du C-47 aussi, effectivement. Oui. Ce sont des avions, c'est pas des avions faciles, quoi. C'est vraiment un miracle absolu de le revoir voler. Honnêtement, quand les avions ont été annoncés, quand on a appris brutalement que c'était fini, même si on s'en doutait depuis plusieurs semaines, honnêtement, moi, revoir voler un tracker, mon idée, ça a été, il va falloir que je retourne en Californie photographier les avions du Cal Fire. Je ne pensais pas, en toute sincérité, que ce serait possible de faire revoler un Firecat en collection. Trop compliqué. Et puis finalement, il y en a déjà un qui est en vol. Le T24 le sera bientôt, j'espère. Le T24 attendait de rentrer en grande visite, donc peut-être qu'au niveau maintenance, il y a un plus gros travail à faire dessus, mais l'avion est toujours à Nîmes. C'est l'amicale des pompiers du ciel qui doit gérer. Honnêtement, quand ça va bouger, ça devrait bouger vite. Il y a derrière le musée de Montélimar qui a des compétences techniques en termes de turboprop, donc on y croit. Puis avoir les deux en vol en même temps, j'avoue que là, je kifferais total. C'est un avion qui est particulier, 21 mètres 20 d'envergure, 13 mètres de long, donc il est plus large que long. Donc il y a des hangars où c'est pratique. Les ailes se replient, mais elles se replient, je crois que c'est à la main, et donc c'est une opération qui n'est pas forcément très simple. Masse à vide équipée, donc 6 950 kg, masse en opération 12 280 kg. Sa vitesse de croisière, c'est 180 à 200 nœuds. Donc c'est une vitesse de croisière assez rapide, en temps de vol, je crois pour faire Nîmes-Albert, si on exclut l'escale à Saint-Yan et les tours qu'ils ont fait à droite à gauche, le temps de vol, je pense qu'on peut faire la liaison en 2 heures, 2 heures et demie maximum. Donc, ça veut dire que c'est un avion qui pouvait couvrir assez rapidement toute la France et donc pour les missions de gare être très très intéressant. 180-200 nœuds, il a une consommation horaire standard de 1000 livres à l'heure. Donc une livre c'est 450 kg, donc 454 kg de kérosène à l'heure, pour vous donner une idée de la consommation de l'avion. À titre personnel, et je l'ai déjà dit, c'était un vrai bonheur de voir à nouveau, de devoir lever la tête pour voir cette silhouette et d'entendre ce bruit. C'est un avion attachant avec des missions intéressantes. Il y avait des saisons passionnantes et des saisons calmes. Je vous renvoie au magazine Planète Aéro que j'ai publié il y a 2 ans où
Alain Huette me disait, bah, il y a une saison sur Tracker où j'ai fait 9 largages, je me suis vraiment ennuyé. Bon, il y en avait d'autres plus trépidantes, mais il a été un des avions essentiels de la lutte française contre les feux de forêt. Il a souffert tout au long de sa carrière d'avoir été médiatiquement occulté par les Canadair. Avec son retrait de service, ça a un petit peu rééquilibré les débats, je trouve, et on l'a un petit peu remis à sa place, à la place qui était la sienne, c'est-à-dire que c'était un avion extrêmement important dans le dispositif, un avion comme on l'a expliqué pour les Californiens, un avion extrêmement compliqué à remplacer parce qu'il a des performances qui sont uniques. Je rappelle que c'est un avion qui emmène 3200 litres de retardant à une vitesse de 200 nœuds, monopilote, et à la fin de sa carrière, l'heure de vol était à 5000 €. Et elle avait augmenté parce que la maintenance était beaucoup plus importante. Ben, l'avion vieillissait, hein, tout simplement. Plus l'avion est vieux, plus il y a de maintenance. Ces paramètres-là, on avait fait un short sur les trackers du Calfire, ces paramètres-là, il y a plein d'autres avions qui les dépassent. On a des avions qui emmènent plus, on a des avions qui vont plus vite, on a des avions qui coûtent beaucoup plus cher, mais on a des avions qui emmènent autant, mais qui vont pas aussi vite. Enfin, un avion qui coche les 3 paramètres, monopilote, biturbine, emport significatif, coût raisonnable, il n'y en a pas. Il n'y avait que le Tracker. Et ça a été un vrai casse-tête de devoir les remplacer. Et on est passé au Dash 8, qui est un avion qui a une toute autre ampleur, qui a des performances qui sont nettement supérieures, qui emmène 3 fois plus, qui est 2 fois plus cher à l'heure de vol. Alors 3 fois plus d'emport pour 2 fois plus cher à l'heure de vol, c'est un très bon calcul. Parce que là où on mettrait 2 trackers, on met un Dash, ça colle parfaitement. 2 pilotes en termes de masse salariale, de maintenance, tout va bien. L'avion, par contre, était beaucoup plus cher à l'achat. Les trackers ont été achetés à Conner une bouchée de pain. Bon, évidemment, il y a eu les chantiers de rénovation, la remotorisation qui ont augmenté énormément le tarif, mais au final, ça a été une des acquisitions les plus brillantes de toute l'histoire de l'aéronautique française. J'ai pas peur de le dire. Ça a été un des meilleurs investissements de toute l'histoire de l'aéronautique française. Et les trackers éteignaient beaucoup plus de feux que les Canadair, on peut le rappeler, puisque avec la mission Gare, la première intervention, avant même que les pompiers arrivent, avant même qu'on donne l'alerte, ils bloquaient les feux avec des surfaces qui faisaient qu'on n'en parlait pas dans les journaux. Il n'y avait pas besoin. Quand un feu est bloqué à moins de 10 hectares, ça fait une ligne dans les journaux locaux. Il n'y a que les feux qui débordent sur lesquels il y a débat. Et les feux qui ont fait les gros titres sont les feux qui ont échappé aux gares, sont les feux qui ont échappé aux trackers. Schématiquement, quand on engage les Canadair, c'est que les trackers n'avaient pas réussi leur mission initiale parce que les départs étaient trop violents. Il y a quand même des situations où ça s'est vu, hein. Il y a des départs d'une puissance extrême qui fait que le largage de 2 fois 3000 litres n'est pas suffisant. Après, il y a des largages des départs de feu qui ne peuvent pas être couverts par le Gard parce qu'ils sont à l'autre bout de la France. Bon, il y a plein de facteurs qui fait, puis à un moment, on envoie la cavalerie aussi. Mais c'est un avion qui a été essentiel pendant 40 ans, enfin 38 ans exactement, et c'est un vrai bonheur de les voir, de savoir qu'on va pouvoir encore pendant quelques années le voir voler en meeting, donc le voir voler plus rarement, mais on va le voir voler, on va pouvoir raconter cette histoire grâce à cet avion et grâce au T-24 qui va suivre. Donc l'histoire est belle, moi c'est un avion auquel je suis extrêmement attaché, pour plein de raisons, et cette histoire me plaît, je voulais vous raconter une belle histoire, et elle continue. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. On se revoit donc vendredi prochain. Merci à tous, Lars GG, Full Glider, Franck, Ben Moll, Jason, Jas 618, Fred Guy, toute la bande là. Merci à tous d'avoir été présents sur le chat. On va faire en sorte de pas trop parler de bombardier d'eau la prochaine fois. On va essayer de varier les sujets, mais on reviendra sur l'histoire des trackers. De toute façon, on en reparlera. Vous inquiétez pas. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à la semaine prochaine.